il y avait tout ce truc. Donc déjà, c'était me remettre au lycée, normalement, alors que ça faisait depuis la 4e que j'étais pas retournée dans une scolarité normale. Parce que pas prête au début, et puis parce que j'ai vite compris qu'en médecine, il y avait des trucs que j'allais détester et d'autres que j'allais aimer. Ce que j'aime aussi avec un peu cette spécialité, c'est que je trouve que c'est un peu la plus littéraire en médecine, tu vois. Mais parce que j'ai dû arrêter le sport-études pour des questions de santé, à cause du trouble du comportement alimentaire. J'ai trop besoin de faire autre chose pour être bien et heureuse et épanouie dans ma tête. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode aujourd'hui avec Mel. Salut Mel. Salut. Sur Instagram tu dis Mel c'est pas un diminutif. Ouais, exactement. C'est un peu l'histoire de ta vie un peu, non, parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me demande mais tu t'appelles Mel comme Mélanie ou comme Mélissa ou quoi. Et je suis là en mode non, c'est pas un diminutif. C'est vraiment Mel. Très original. 3 lettres. Ouais. Tu es parisienne, pure souche? Non, du tout. Moi, je viens du... Non, en vrai, je suis née à Paris, j'ai grandi un peu à Paris. Et après, avec mes parents, on a déménagé dans le sud, dans un petit village, Saint-Palais-sur-Mer. Je sais pas si tu connais, c'est un peu en dessous de l'île de Ré, l'île d'Oléron. C'est au bord de la mer, quoi. Ok. Et du coup, j'ai grandi là, j'ai fait... Et t'as remigré sur Paris vers quel âge? Ouais, exactement. Je suis arrivée à Paris pour médecine, en fait, pour la P1. Ok. Donc, j'ai fait la P1 à Paris parce que je voulais une fac parisienne. Donc voilà, je suis arrivée à 18 ans... avec mon petit appart pour la P1. Ok, on va discuter de plein de choses. Il y a du HPI, tu vas nous dire ce que c'est. Ouais. De la médecine, des patients extra-hospitalières à foison. Il y a du mannequinat. Aussi. Et il y a du TCA. Quand on prépare l'épisode, tu m'as dit, oui, TCA, tu en as déjà parlé avec Margot, sauf que des TCA, il y en a un par patient, entre guillemets, et qu'il est toujours bon de l'évoquer et d'en faire la prévention, ou en tout cas d'évoquer ce trouble alimentaire. Donc, on va évidemment en discuter, si tu le veux bien. Comme avec Margot, évidemment, si à un moment donné, tu n'es plus OK, que ce soit demain, ou dans 6 mois, ou dans 3 ans, eh bien, je retirerai l'épisode, si tu n'es plus OK avec ce qu'on dit. Voilà, donc merci beaucoup de discuter avec moi aujourd'hui. Donc, tu grandis un peu à Paris, ensuite la côte atlantique, c'est ça? Ouais, exactement, la côte atlantique. Et puis, donc là, tu vois, j'ai fait tout mon cursus scolaire là-bas. J'ai fait l'école primaire. Après, j'ai fait le collège. Et après, en fait, je suis partie en sport-études parce que j'ai fait énormément de danse classique quand j'étais enfant. Donc, je suis partie en sport-études pour faire de la danse à Cannes. Donc, c'était sur la Côte d'Azur. Donc là, on change de côte. Donc, voilà, sur le coup, en vrai, j'avais 13 ans. Et je voulais peut-être faire une carrière dans la danse. Je savais pas trop. Je savais que c'était ma passion. C'est ce qui m'animait le plus au quotidien. Mais j'avais quand même... à ce moment-là, j'étais là en mode, je sais pas si je vais être danseuse professionnelle ou si je vais être médecin. Je savais pas trop encore. Mais bon, en tout cas, voilà. Je suis partie à Cannes pendant 2 ans. C'était vers quel âge, ça? Je suis partie, j'avais 13 ans. Et je suis rentrée... je suis rentrée, pas de mon plein gré, mais parce que j'ai dû arrêter le sport-études pour des questions de santé, à cause du trouble du comportement alimentaire. Et j'avais plus, du coup, qui est de l'anorexie mentale, et j'avais plus l'énergie pour assumer autant d'heures de sport, de danse, par semaine, quoi. Ok, c'est la première fois qu'il apparaît à ce moment-là? Ouais, en gros, il est apparu quand j'avais 12 ans, de façon très insinueuse, hyper progressivement en fait. À ce moment-là, je faisais déjà énormément de danse classique. Et c'est vrai que je me suis mis la pression un peu pour réussir mes auditions, pour rentrer dans les sports-études. Et du coup, je m'étais un peu dit à cet âge-là que si j'étais mince, j'aurais plus de chances de rentrer dans un sport-études. Bon, il s'avère qu'à l'époque, j'étais déjà très mince et que je n'avais rien à perdre. Mais donc du coup, à 12 ans, j'ai commencé à me restreindre et après, le processus du trouble alimentaire s'est enclenché pour terminer dans une vraie anorexie mentale compliquée, quoi, avec un IMC à 11, des hospitalisations qui durent des mois et des mois. Ok. Et donc, mes parents m'ont quand même laissé partir en sport-études parce que du coup, ça faisait 1 an
que j'étais déjà dans le trouble alimentaire. Mais ils m'ont laissé partir en sport-études parce qu'ils savaient que c'était mon rêve et que je pense que si jamais ils brisaient un peu ce rêve d'enfant, ça allait pas empirer... ça allait faire qu'empirer l'anorexie, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Après ce sport-études, est-ce que la médecine, ou avant même, à quel moment la médecine apparaît en fait dans tes projections et dans tes envies personnelles? J'avoue que je m'en souviens plus trop. De ce que je me souviens, c'est que j'ai toujours en fait voulu faire médecine. J'arrive même pas à me dire... Alors après, bon, j'ai mon père qui est cardiologue, donc je pense que d'avoir une figure parentale dans la médecine, ça aide. Et puis je me souviens qu'après, en 6e, 5e, j'étais une grosse fan de Grey's Anatomy. Donc là, j'étais vraiment là en mode, je veux devenir chirurgien et tout. Voilà. Après, j'étais dans ma phase, je veux devenir danseuse classique. Enfin, je veux faire mon art, mon métier. Et en fait, après ça, du coup, donc en fait, quand j'ai arrêté mon sport-études, j'ai enchaîné plein d'hospitalisations qui ont duré très, très longtemps. Et là, j'ai rencontré plein de médecins. Autant des médecins qui ont été formidables, autant d'autres médecins qui m'ont carrément traumatisée. Ah oui? Ouais. Et donc, quand j'ai repris les cours, donc en terminale, parce que, en gros, avec la maladie, l'anorexie mentale, toutes les hospitalisations, j'ai dû arrêter les cours de la 4e après à la terminale. Donc j'ai pas passé le brevet, j'ai pas passé de seconde ni de première. Mais tu faisais comment pour passer d'une classe à l'autre? En fait, je les ai pas passés. Donc c'est ce que je dis en rigolant, mais je n'ai pas le brevet. Je n'ai jamais passé le brevet. Ok. Et ouais. Non, j'ai eu une dérogation du rectorat. Incroyable. Parce que en 4e, j'avais des résultats scolaires excellents et que j'avais un profil sportif de haut niveau. Donc ils ont accepté de me faire une dérogation. Et justement, ouais, non, je ne sais pas en fait. J'ai repris les cours en première comme ça, en ayant manqué entre guillemets 3 années. Et brutal quand même la remise dans une structure, ouais. classe, 4 murs, le tableau, tout ça. Exactement. Ouais, et puis en plus, ce qui était brutal, c'est que il y avait tout ce truc. Donc déjà, c'était me remettre au lycée, normalement, alors que ça faisait depuis la 4e que j'étais pas retournée dans une scolarité normale. C'était aussi me reconfronter aux autres, aux autres au quotidien, alors que moi, depuis 4 ans, je vivais dans les hôpitaux, me rendez-vous avec les psychologues pour essayer de m'en sortir avec mon trouble alimentaire. Donc ouais, tout ça, ça a été hyper brutal. Et c'est vrai quand même qu'à ce moment-là, moi, ce qui m'avait motivée, c'était de me dire, je vais réussir ma première, je vais réussir ma terminale parce que, en fait, je crois que j'ai envie de devenir médecin pour mieux guérir les troubles du comportement alimentaire et ne pas devenir comme... tous les médecins qui m'ont traumatisée, quoi. Je crois que j'avais un peu cette volonté, de... C'est qui ces médecins ou... Enfin, non, pas c'est qui. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ici, ça donne des noms. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce que tu te souviens de ce qui a été impactant pour toi dans leur, je sais pas, verbalisation des termes, dans leur attitude? Parce que autant en tirer quelque chose et essayer de gommer ça pour ceux qui écoutent. Alors bon, généralement, les profils types des psychiatres qui m'ont plutôt traumatisée, je dirais que c'était plutôt ceux qui étaient... âgés, voilà, je peux pas faire de mais et qui je pense avaient un courant de psychothérapie ou psychanalyse qui était très vieux jeu, quoi, très à la freudienne où en gros on me disait tout le temps si t'as une anorexie mentale c'est parce que tu veux pas grandir, t'acceptes pas ton corps de femme et t'es trop proche de ta mère. En gros, c'est un peu ça les clichés qu'on me sortait tout le temps. Et moi j'étais là, mais non les gars, j'ai pas du tout ce problème là. Oui, je suis proche de ma mère et alors non, moi je rêverais d'être une femme, tu vois. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on me mettait dans une case en mode, vu que t'as ce trouble-là, c'est forcément parce que t'es comme ça. Et en fait, on essayait trop de me changer, de me dire, mais lâche prise, nanana. Et moi, j'étais là en mode, mais en fait, j'ai toujours maîtrisé, j'ai toujours été dans la maîtrise, le contrôle. En fait, ils me comprenaient pas. Et du coup, moi, tu sais, j'étais adolescente, j'avais 14 ans, et du coup, j'avais décrété que, vu qu'ils me comprenaient pas, et vu qu'ils essayaient pas réellement de comprendre qui j'étais... T'allais encore plus enfoncer le clou? Ouais, c'est ça. Ou alors, j'allais leur dire fuck, quoi. Ouais. Et je leur ai clairement dit fuck. Et je savais pas que c'était possible, mais je me suis à moitié fait virer d'un hôpital psychiatrique parce que, soi-disant, je ne voulais pas guérir. Et qu'ils disaient, elle veut pas guérir, ça sert à rien qu'elle reste là. Ok. Je tiens quand même à dire qu'à ce moment-là, j'avais un IMC à 11, que j'étais complètement dénutrie et que c'était dangereux de me faire sortir. Et que ça a été dangereux par la suite. Ok. Voilà. Tu m'as parlé de haut potentiel intellectuel. Ouais. Qu'est-ce que c'est? À quel moment ça apparaît? Il y a
beaucoup de chroniqueurs qui font des blagues sur ce statut, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que le mot HPI est en train d'être utilisé beaucoup, peut-être plus que la véritable prévalence de ce truc. Donc on va définir ça, et puis tu vas nous raconter à quel moment ça apparaît, à quel moment on te le dépistes, diagnostic, je sais pas quel terme employer. Donc raconte-nous. Ouais, HPI. Bon, en vrai, déjà, comme tu disais, en ce moment, c'est hyper à la mode, hein, le HPI, le TDAH. Et moi, ça m'énerve un peu, parce que j'avoue que c'est pas le cas. Hein. Tu vois, le TDAH, ça concerne 5%, je crois, réellement, en termes scientifiques, c'est 5% des enfants et des adolescents en France. Et le haut potentiel intellectuel, AKA, surdoué, tout ce que vous voulez, c'est 2,2% de la population. Okay. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont vraiment calculés, et c'est hyper à la mode. Et moi, ça me rend triste, parce que beaucoup de personnes qui ont un TDAH ou qui ont un HPI en souffrent réellement, tu vois. Et c'est pas fun comme ça de s'auto-diagnostiquer HPI, TDAH, surtout que c'est des tests qu'on passe, qui sont vraiment faits par des professionnels et tout. Enfin voilà, moi tu vois, je l'ai passé le test. Non, parce que du coup, comment je l'ai passé aussi, c'est ça la question. Comment je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce qui t'amène à faire ces tests? Ouais, du coup, ce qui m'amène, c'est que du coup, je me retrouve en terminale, donc à 18 ans, toujours avec mon trouble du comportement alimentaire. J'arrivais pas à guérir. Personne ne comprenait pourquoi j'arrivais pas à guérir. Mes parents étaient un peu désespérés. Enfin, voilà, ça faisait longtemps. Et je rencontre une psychiatre, et je sais plus... c'était un moment donné, j'étais un peu au bout de ma vie, parce que rien n'allait. J'avais l'impression que personne me comprenait. J'avais l'impression d'être incomprise, de venir d'une autre planète. Enfin, voilà. Et là, il m'avait dit, écoutez, Mel, je pense qu'il est temps que vous alliez passer un test de QI. Donc là, j'étais là en mode, un test de QI, mais pourquoi faire et tout. Et elle m'avait dit, moi, je pense que vous êtes surdoué. Et sur le coup, moi, j'étais là, mais alors pas du tout. Moi, tu vois, j'avais 18 ans, mais pour moi, dans ma tête, j'avais les clichés du surdoué qui étaient un peu comme Einstein, tu vois, de pouvoir faire des divisions dans la tête, ou tu vois, d'être vraiment le surdoué comme on l'imagine, quoi. Et j'étais là, mais pas du tout. Elle m'avait dit, si, je pense, et tout. Enfin, bref. Donc, du coup, je vais voir une neuropsychologue, pardon. Et là, du coup, elle m'a fait passer un test de QI. Donc, c'est vraiment un test qui teste plusieurs, tu vois, la mémoire de travail, il y a un indice de compréhension verbale, de raisonnement spatial, de visualisation. Enfin, ça teste plein de choses, en fait. Et moi, c'est un test, tu vois, je l'ai passé en 2h30, 3h. Donc, c'est quand même quelque chose qui est long, c'est conséquent. Tu vois. Ouais, c'est conséquent. C'est pas comme les petits tests de QI que tu peux trouver sur Internet. Ou dans les magazines sur la page. Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis surdouée? Parce que, fun fact, hein, j'en ai déjà passé un pour rigoler. Il m'avait dit que j'avais un QI de merde. J'étais là en mode, putain, oh non. C'est peut-être pas vrai, en fait. C'est peut-être pas vrai, ouais, c'est ça. Mais vraiment un truc ridicule. J'étais là en mode, merde. Quel test croire? Quel test croire, c'est ça, ouais. Femme actuelle ou la neuropsychologue, enfin, tu vois. Et ouais, donc suite à ça, la neuropsychologue m'a bien dit que j'étais surdouée. Et c'est pas, on peut pas parler de diagnostic parce que c'est pas une maladie, hein. C'est juste un profil neuropsychologique qui est différent. Okay. C'est une façon de penser, de traiter l'information qui est différente de la normale. Donc on peut dire HPI synonyme de surdoué? Ouais, c'est un synonyme. Okay. C'est juste que haut potentiel intellectuel, c'est peut-être un peu moins catégorisant que surdoué. Okay. Mais c'est exactement la même chose. En gros, qui se définit par un QI supérieur à 130. Ok. Voilà. Sachant que le QI, il est réparti sur une courbe de Gauss. Et du coup, voilà, donc c'est supérieur à 130. Toi, avant tes 18 ans, on avait déjà dit que tu avais des capacités hors normes, entre guillemets, ou des hautes capacités, ou le sujet était déjà venu Le sujet était déjà venu, oui. Tu vois, quand j'étais à l'école primaire et tout, les professeurs avaient suggéré à mes parents que je saute des classes. On avait suggéré même que je saute 2 classes. Mais c'est vrai que j'étais une enfant qui était très sensible, et du coup, mes parents trouvaient que j'étais un peu immature émotionnellement parlant. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, pour sauter une classe. Et donc, ils ont pas osé. Mais non, après, oui, c'est vrai que j'ai toujours été première de la classe. J'ai toujours été très, très... Enfin, tu vois, j'étais vraiment l'enfant qui adorait faire ses devoirs. Dans mon temps libre, je lisais des bouquins sur le corps humain, des bouquins de sciences. Enfin, tu vois, j'étais l'enfant très sage, très parfait, en fait. Ouais, mais ça peut être... Trop parfait. De la curiosité, ça peut être... est-ce que, je sais pas, il y avait d'autres pans de la vie où il y avait des choses
pas anormales, mais il y avait des choses où tu n'étais pas du même acabit que les autres enfants de ton âge? Bah, je me mettais énormément de pression sur tout, tu vois. Genre, je sais que ma mère m'avait raconté ça, mais quand elle était enfant, elle me retrouvait parfois. Enfin, elle retrouvait des pelotes de cheveux par terre et elle se demandait ce que c'était. Et une fois, elle m'avait observée en train de jouer avec mes cubes. Et une fois, j'avais fait tomber, tu sais, je sais pas, la construction que j'étais en train de faire. Et j'étais tellement frustrée que je m'étais arraché les cheveux. Ah ouais. Et depuis toujours, en fait, j'ai cette frustration quand j'excelle pas, quand j'arrive pas à faire un truc, mais ça peut me rendre malade, mais vraiment malade. Et ça, c'est en lien avec le HPI? Ouais, c'est ça. Okay. Le ne pas tolérer l'échec, la grande frustration, ouais, c'est un trait qu'on retrouve énormément chez les HPI. Après, je pense aussi depuis toujours, je suis hyper, tu vois, quand j'ai fait du piano, j'ai fait du violon, j'ai fait de la danse classique. Enfin, j'ai toujours fait énormément de choses, énormément aussi dans l'art, parce que c'est vrai que c'est toujours, ouais, disons que dans tous les trucs un peu artistiques, j'ai toujours un peu excellé, parce que je pense que je m'y retrouvais aussi un peu. Enfin, mais sinon, tu vois, non, il y avait pas non plus, j'étais pas non plus l'enfant où on va se dire vraiment, il est bizarre, il est intéressé par. Ouais, parce que c'est souvent stigmatisé en mode l'enfant. Non. Enfin, un peu. Voilà, il y a des vrais troubles psychiatriques qui amènent à certains symptômes. Ouais. Mais le HPI. Non, le HPI, tu vois, non. Il sort pas de la norme. Ouais, en fait, moi, je dirais qu'il va y avoir un peu deux profils, parce que même en termes de HPI, tu vois, on parle un peu de deux profils. On dit qu'il y a le profil. Il y a le profil laminaire et l'autre profil, j'ai oublié comment c'est. Mais en gros, tu as un peu les HPI qui sont un peu en mode. Qui sont, on va dire, doués partout et du coup qui sont très bien dans la masse. Et après, tu as les autres HPI qui vont être hyper doués dans un domaine spécifique, par exemple les matières scientifiques. Et après, dans tout ce qui va être littéraire, ils vont être complètement... ça va pas être leur truc. Et eux, c'est ceux qu'on va le plus voir, tu vois, parce que c'est ceux qui vont peut-être avoir le plus de mal à s'intégrer, enfin, tu vois. Ok. Et ouais, mais non. En fait, je dirais que j'étais l'enfant trop parfait. Mais tu vois, c'est, encore une fois, c'est pas parfait. C'est pas bien d'être un enfant trop parfait, quoi. C'est-à-dire que normalement, dans le développement normal d'un enfant... Tu fais parfois un peu de la merde. Ouais, non, mais même t'es censé dire non à tes parents, t'es censé faire un peu des bêtises, tu vois, t'es censé tester tes trucs, tu vois. Moi, j'étais, mais l'enfant parfait. Impeccable. Okay. Mais trop, du coup. Ok. Donc, tu fais ce test, on te dit t'es HPI, meuf. Ouais, c'est ça. T'es au-dessus. Ouais, j'étais là, pardon. Ok. Et donc là, t'as 18 ans. Ouais. Et tu te dis, on va l'utiliser pour faire médecine. Ça s'enchaîne un peu comme ça ou Ouais, c'est ça. À ce moment-là, je voulais déjà faire médecine, mais à ce moment-là, déjà, je me dis, ok, j'ai une réponse. J'ai une réponse pour mon trouble du comportement alimentaire, de pourquoi j'ai ça, parce qu'en vrai, le HPI, c'est un peu un facteur de risque des troubles du comportement alimentaire, parce qu'on retrouve énormément de points communs dans la façon de penser entre un trouble alimentaire et un haut potentiel intellectuel. Une sorte de rigidité psychologique. Voilà, exactement. Donc, tu as tout ce qui est rigidité psychologique, tu as tout ce qui est perfectionnement, peur de l'échec, frustration, tout ça. Tout ce qui est maîtrise, tout ça, on va le retrouver. Alors, je dis pas que tous ceux qui ont un HPI ont un TCA et que tous ceux qui ont un TCA ont un HPI. Non, mais sûr, et je voulais dire que là, on n'est pas en train de faire une constatation de pédopsychiatrie. Bien sûr. Il y a des termes ultra précis, de la sémiologie ultra précise. Vous en avez déjà entendu parler, notamment avec les épisodes. Là, on est en train de discuter et c'est pas ni un cours de pédopsie, ni une consultation, ni quoi que ce soit. Mais je me suis perdue. Moi aussi. Moi, ce que je disais. Ouais, et du coup, là, je comprends un peu mon TCA. Donc là, ça m'a fait du bien. Suite à ce moment-là, mon TCA est allé mieux. Et après, de toute façon, j'étais en terminale, donc j'enchaînais avec la première année de médecine. Voilà. Médecine, tu avais un objectif, tu voulais tu avais déjà une idée en tête d'une spécialité, d'une façon de travailler, parce que tu nous parlais de séries, mais c'était quoi le projet ? Le projet, en vrai, forcément, j'avais regardé Grey's Anatomy. Le projet en P1, c'était de devenir chirurgien. Ouais. Projet un peu tombé à l'eau, maintenant que je sais ce que c'est un peu la chirurgie, tu vois. Mais non, j'avais pas forcément trop de projets. Voilà, juste je suis arrivée en première année de médecine en me disant let's go. Ok. Alors, il y a plusieurs choses qui sont parallèles les unes aux autres, donc on va essayer de... Mais t'as ton TCA qui est encore en cours, qui est sous-jacent, qui est bien contrôlé, qui est pas du tout là. Je dirais qu'en P1, P2, il était
Il était là, mais ça allait. C'est-à-dire que j'avais un poids normal, mais j'avais encore un fonctionnement mental très restrictif et très dans la maîtrise sur mon alimentation. Mais en tout cas, ça allait. Comparé à ce que j'avais connu avant, c'était ouf, tu vois. Mais il était encore là. Parce que tu parlais de facteurs de risque, c'est vrai que le HPI, ok, mais les études de médecine, Margot nous en parlait, cette nécessité de réviser, tout ça, la rigueur de travail qui fournit la rigueur que tu as déjà psychologique, etc. Enfin, il y a moyen que ce soit un cercle vicieux, un peu dangereux, quoi. Ouais, c'est totalement un cercle vicieux. Tu vois, là, j'en fais encore un peu les frais. Depuis le début de l'externat, donc depuis le début de la D1, le trouble alimentaire, il est revenu, il est revenu solo, quoi. Il est revenu toquer à ma porte. Et, avec ses valises. Ouais, avec sa valise, elle a fait « hello ». Non, ouais, parce que, tu vois, la P1 s'est très bien passée, pour le coup. La P2 aussi. Et puis, le D1, début de l'externat. Qu'est-ce qui était protecteur? P1, P2 Je sais pas du tout. Même moi, je sais pas du tout. Je pense que la P1, en fait, j'ai clairement vécu ma P1 un peu J'étais dans une bulle, en fait. J'étais vraiment seule avec moi-même dans mon petit appartement. Je travaillais pas à la BU parce que je voulais pas voir les autres. Donc, j'étais vraiment seule avec moi-même et je sais pas. Tu vois, d'un côté, je m'étais dit, je rentre en première année médecine. Si j'ai pas médecine, je deviens professeur de danse classique. Et je sais que je serai très épanouie aussi si je fais ça. Donc, vu que j'avais pas de pression, entre guillemets, de réussite, j'étais là en mode, bon, let's go, quoi. Et voilà. Ok, donc t'as un peu lâché prise parce que derrière, t'avais un plan B. Imaginé des trucs cool un aussi, plan quoi. B qui m'aurait très bien rendue heureuse, quoi. Okay. Puis la deuxième année de médecine, c'est fun, quoi. On travaille pas, on fait la fête, on redécouvre la vie sociale et tout. Okay. Et troisième année, tu rentres dans un mode un peu plus rigide, tu rentres en médecine, donc là, il n'y a plus l'aspect artistique auquel tu pouvais te raccrocher en première année. C'est ça. Et ouais, non, mais c'est ça. Donc, puis là, je rentre. Et puis là, donc, en D1, début de l'externat. Donc, début des collèges et début des stages. Je commence premier stage, je m'en souviens encore. Ça m'a traumatisée. J'étais en hépatologie. Donc, bon, voilà, le service d'hépatologie, c'est un service, tu rentres dedans, ça a une odeur, j'en souviens encore. Ça, c'est un mélange entre de l'acide, de la merde et du vomi. Cette odeur m'a traumatisée. Et en fait, et là, je me rends compte que j'aime pas... c'est bizarre de dire ça, mais j'aime pas toucher les patients. J'ai énormément de mal. En plus, voilà, les patients des pathologies, c'est des patients qui ont une condition sociale souvent compliquée, tu vois. Il y a beaucoup de SDF, beaucoup d'alcooliques, et ils ont un corps qui est fatigué par leur mode de vie. Et moi, en fait, toucher ces corps-là, j'arrivais pas. Donc, les os sculptés, j'arrivais pas. Toucher leur ventre, tout ce qui était percussion abdominale, j'arrivais pas. Et je pense qu'il y avait aussi vachement le lien avec le trouble du comportement alimentaire. Ouais, bien sûr. Quand même moi, j'ai un problème avec mon corps, que j'ai du mal à gérer mon propre corps, comment arriver à toucher et à prendre soin du corps des autres, tu vois. Et donc là, j'étais au bout de ma vie. Début D1, j'étais là en mode « Ah, mais en fait, j'aime pas du tout la médecine. Je ne veux pas du tout être médecin. » Je commence les collèges. Je me rends compte qu'en fait, c'est que des diagrammes, en fait, que c'est vraiment une pensée très, très cartésienne. En mode, OK, taux de plaquettes supérieur à 50, on fait pas ça. Ou taux de plaquettes supérieur à 50, on peut faire ça. Enfin, c'est vraiment une pensée hyper cartésienne, hyper logique. Et là, début D1, je me tape une énorme dépression en me disant, mais en fait, j'aime pas du tout la médecine. Je veux pas faire ça de ma vie. C'est pas du tout un milieu qui est artistique. Où est-ce que j'exprime ma créativité dedans? Où est-ce que j'exprime ma sensibilité dedans, en fait? Parce que si mon métier, toute ma vie, ça va être de suivre des protocoles et des recommandations de l'HAS, mais en fait, je ne serai jamais épanouie. Non, mais c'est précisément le projet du podcast, d'évoquer les patients extra-hospitalières, parce que la médecine nous met dans un espèce de monothème. Voilà. Et pour ceux qui veulent faire autre chose, c'est compliqué, mais c'est autorisé. Et c'est pour ça que je trouve que le projet du podcast aussi, c'est de dire... les 2 projets, ou 3 projets, ou 4 projets sont possibles en même temps, et que si tu as une fibre artistique, certes, en médecine, on ne te laisse pas la place, mais peut-être que toi, ou en tout cas, on a entendu d'autres personnes le faire, il y a moyen d'intégrer une autre passion à côté de ça. Toi, tu y arrivais d'ailleurs à réintégrer quelque chose dans ce cursus? Ouais, du coup, donc, à partir de la D1, là, j'ai commencé à me dire, OK, c'est plus possible, je peux plus médecine et tout. Et tu vois, même, je me suis un peu énormément
même coupé de médecine dans le sens où j'ai arrêté de faire des soirées médecine, j'ai arrêté de m'intégrer à la fac de médecine parce qu'en fait, ça me rendait pas heureuse d'être toujours dans l'environnement médecine. T'as tourné le dos à ce domaine, quoi. Ouais. J'ai tourné le dos, ça fait horrible, mais un peu, ouais. Du jour au lendemain, j'ai un peu fait hop, et j'ai énormément cultivé toutes mes amitiés en dehors de médecine. C'est-à-dire que j'ai énormément d'amis qui font du droit, qui font de l'art, qui sont dans la communication, enfin, qui font plein de choses en dehors de médecine. Ça, c'est ouf, parce qu'au moins, tu vois, quand je suis avec elles, ça parle d'autre chose, quoi, que de médecine, quoi. Ouais. Sinon, t'as l'impression que tu ne parles que ça et qu'il n'y a que ça dans la vie, quoi. Donc voilà, et puis, du coup, t'en parlais aussi un peu parallèlement, mais le mannequinat qui est arrivé aussi en D1. Ok. Et en fait, tout s'est un peu enchaîné, et donc je me suis créé un vrai monde en dehors de ma vie d'étudiante en médecine. Ok. Voilà. Comment ça se passe? Quelqu'un te contacte? C'est toi qui Ouais, va... c'est ça. Pour le mannequinat? Ouais, ça s'est fait via Instagram, en fait. Ok. C'est un scout. Donc, un scout, c'est quoi? C'est une personne qui s'occupe de repérer entre guillemets, les nouvelles mannequins de demain, tu vois. Donc, ça peut se faire dans la rue, dans plein d'endroits, et maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux. Et qui me contactent et tout. Enfin, bref, on commence à parler, à échanger, et au final, il me place après en agence de mannequin à Paris, en agence de mannequinat à Paris. Et voilà. Donc ça fait quoi, 2-3 ans maintenant que tu fais ça? ça? Ouais, ça va faire 3 ans. Ok. Ah non, ça fait 2 ans là. 2 ans. Ça, tu vas nous raconter qu'est-ce que la vie d'une mannequin. Ouais. Mais ça participe à ton équilibre. Tu penses qu'il y a quand même une fibre artistique qui est nourrie grâce à ça? Ouais, non. Enfin, il y a quand même une fibre artistique dans le sens où, alors, en vrai, quand on est la mannequin sur un projet, on n'a pas trop notre mot à dire. Ça, c'est ce qui me frustre un peu. Mais c'est pas toi qui crée, quoi. Non, c'est ça. T'es l'objet de la création. Ouais, je porte un peu, tu vois. Je suis un peu le centre. Mais je rencontre énormément de gens qui sont hyper inspirants, tu vois. Je vais rencontrer des photographes de ouf, je vais rencontrer des stylistes, des coiffeurs, des coiffeurs qui ont une carrière de malade. Enfin, en fait, tu rencontres plein de gens, quoi. Des gens qui font de la scénographie, des trucs. Et tu sais, j'adore parler avec eux. Enfin, c'est ouf. Je crois que c'est ce que je préfère dans ce milieu-là, en fait. C'est rencontrer les artistes, échanger avec eux, parler avec eux. Et ouais, donc ça nourrit clairement mon côté artistique et ça me fait un équilibre, quoi. Du coup, quand le mannequinat commence, tu as un petit peu une envie qui se réinstalle pour médecine, parce que du coup, tu peux retrouver un équilibre comme ça et te dire, médecine, ok, ça devient du coup une profession, je place le curseur à tel endroit, à côté médical, et je prends du plaisir à côté. Ça se passe comme ça, finalement, ou pas? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin de la D1, je fais un super stage en cardiologie. Et là, j'adore. J'adore mon stage et tout. Et là, je me dis, ouais, j'adore. Ok, c'est bon, je sais pourquoi j'ai fait médecine, tu vois. Mais c'est vrai que mes premiers stages de D1, donc hépato, après gériatrie, plus de 85 ans, c'était compliqué, tu vois. J'étais là, ouais, non. Donc, ouais, le stage en cardiologie m'a vachement remotivée en me disant, ok, je pense qu'il y aura plein de spécialités que j'aimerais pas, mais il y en aura forcément une ou deux dans lesquelles je me retrouverai, tu vois. Et quand même, un truc dont je me suis dit, c'est que médecine, ce sera mon métier, mais ce sera pas mon identité. Et donc, je sais que j'ai besoin de faire une spécialité où j'ai beaucoup de temps libre à côté pour faire d'autres projets. Donc, typique, un internat de chirurgie, c'est pas possible. C'est no way. Et du coup, parce que là, t'as une petite année du concours, c'est ça, à peu près? Ouais, je le passe en septembre 2025. Trop hâte. Tu vas nous raconter trop hâte. Si tu as précisé les envies. Le HPI, médecine, le mannequinat. Est-ce que on n'est pas sur des modes d'entrée ou des fournisseurs officiels du TCA, là? Alors, bonne question. En soi, ouais. C'est des facteurs de risque. Après, tu vois, le mannequinat, ça a commencé après que mes troubles alimentaires reviennent. Entre guillemets, reviennent, ils ont toujours été là. Donc, ça t'a pas précipité, tu veux dire? Non, du tout. Non, parce que j'étais déjà là, en fait. Il n'y a pas eu de lien avec la rechute. Et surtout qu'en plus, j'ai quand même des agences qui sont très bienveillantes. Et tu vois, c'est les premiers, eux, qui m'ont dit, écoute... l'agent, en tout cas, le scout qui m'avait repéré, c'est le premier, lui, qui m'a dit... Moi, je trouve que tu as perdu beaucoup de poids, mais il faudrait que tu reprennes un peu de poids, tu vois. Donc, c'est les premiers, eux, qui m'ont dit... parce qu'autour, les gens ne se rendaient pas compte parce qu'ils me voyaient de façon quotidienne, tu vois. Donc, non, ils sont hyper bienveillants. Et pour le coup, j'ai pas de pression sur mon corps de ça.
La médecine, c'est totalement aussi quand même un facteur de risque, hein, parce que, comme disait Margot, en fait, mon quotidien, c'est de la rigidité. Rigidité dans les horaires de révision, rigidité pour se mettre une méthode de travail, pour réussir les EDN. Donc, en fait, moi, vu que le contrôle, c'est un peu une addiction, tu me fous dans un environnement où je dois contrôler mon quotidien, je vais finir par contrôler ce que je mange, quoi. Donc, non, en vrai, ça aide pas. Et HPI n'aide pas non plus. Donc, ouais, non, en vrai, j'avoue que le DCA, je suis un peu démoralisée. Enfin, pas démoralisée, mais là, je suis un peu... Ouais, ça fait 11 ans que je l'ai. Tu vois, j'ai vécu la moitié de ma vie avec ça. Je me suis construite avec ça depuis que j'ai 12 ans, tu vois. Enfin, là, j'en ai 23. J'arrive pas trop à imaginer, en fait, ma vie sans, maintenant. C'est un peu triste, dit comme ça, mais... Il est pris en charge, là ? Ouais, il est pris en charge. Ouais, il est pris en charge et tout par des très bons thérapeutes, mais c'est compliqué, quoi. Et je pense que je dois trouver un équilibre entre ma vie et mon besoin de contrôle. C'est-à-dire que j'arriverai jamais à totalement lâcher prise parce que j'ai toujours été dans la maîtrise. Même à 3 ans, j'étais dans la maîtrise. Même à 4 ans, j'étais dans la maîtrise. Tu vois, c'est la première chose qu'on me disait quand j'étais enfant, c'était lâche prise. Même à 5 ans, on me disait lâche prise. C'est quand même bizarre de dire ça à un enfant de 5 ans, tu vois. Donc, je serai toujours dans le contrôle. Ce qu'il faut juste, c'est que ce soit pas non plus un contrôle qui me pourrisse, je pense. Enfin, qui me... Ouais. Démesuré, mais est-ce qu'il y a des contrôles démesurés ou pas ? Tout est dans le problème du TCA ou le problème de tout ça, c'est que le curseur, faut pas qu'il soit dans l'excès, mais c'est ça. À quel moment il est là, l'excès, on sait pas, quoi. Après, ma psychiatre m'a quand même dit que globalement, tous les étudiants en médecine qu'elle a suivis, tous les troubles alimentaires s'améliorent après l'internat. Enfin, s'améliorent une fois que tu as passé le concours. Ouais, parce que tu laisses tomber la méthodologie nécessaire, tu laisses tomber toute une organisation quotidienne de 8h à 22h, minutée, et derrière, il y a une énorme liberté qui s'installe. Exactement. Un champ qui se réouvre entièrement. Parce que comment tu veux que parce qu'en gros, quoi, guérir de l'anorexie mentale, c'est quoi ? C'est plein de choses, mais c'est aussi apprendre à lâcher prise. Comment tu veux que je lâche prise dans une année où, en fait, le but de l'année, ça va être de maîtriser tes cours et ta méthode de travail. Enfin, c'est hyper paradoxal, quoi. T'es sous contrat pour le mannequinat ? Ouais. Donc, je comprends que tu puisses pas trop, même si tu nous dis qu'ils sont tous bienveillants, etc., mais je comprends aussi que tu dois... Pas tous. Pas tous. Non, non, attention, hein, c'est un milieu où... Ça, par contre, ça me dérange encore un peu, tu vois. C'est un milieu où il y a encore beaucoup de pression sur le corps de la femme, où ils sont encore très peu ouverts d'esprit sur les différents corps, les différentes morphologies. Et voilà, moi, comme je disais, mes agents sont hyper bienveillants avec moi, mais j'ai entendu des histoires où c'est pas le cas. Ouais, même si tu veux avoir des projets, etc., t'es obligé de... Enfin, non, t'es pas obligé, mais comment tu jongles entre la nécessité de avoir des projets, c'est-à-dire correspondre à des volontés de certaines personnes, et ne pas fournir ton TCA, tu vois. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ? Est-ce que ton mannequinat est une vraie source de plaisir ? Est-ce qu'il t'a déjà coûté dans cet objectif d'image, en fait, et d'enveloppe corporelle ? Désolé de le verbaliser comme ça. Non, pas de souci, Est-ce que... alors, disons que si on peut la faire de façon très simple, dans le mannequinat, tu as un peu deux domaines. Tu vas avoir les mannequins qui sont très ce qu'on appelle fashion. Donc, c'est celles qui vont faire tout ce qui est les défilés. Enfin, tu vois, là, du coup, la pression sur le corps, elle est là, quoi. Et après, tu as les mannequins qui vont être plus ce qu'on appelle commercial et qui vont faire plus tout ce qui est les campagnes, tu sais, pour des marques de beauté. Tu vois, les campagnes que tu peux voir pour plein de marques, les campagnes beauté, en mode quand tu vas en pharmacie, tu vois une campagne pour une crème pour le visage, ou enfin, tu vois, c'est plus tout ce qui va être un peu plus pub. Et ces mannequins-là, en fait, les clients veulent pas qu'elles soient très très minces, parce que le but, en fait, de ces mannequins-là, c'est de donner envie d'acheter, en fait, d'acheter le produit. De ressembler à la population générale. Voilà, exactement. Et il faut que ce soit des beautés ou des beautés saines. Enfin, il faut que les gens dans la rue, quand ils voient la pub ou quoi, ils se reconnaissent un peu. Oui, voilà. Alors que les mannequins fashion, ça va plus être une beauté particulière, une beauté un peu particulière, un peu étrange, que les marques de luxe aiment bien, parce que ça donne un peu un côté on n'est pas comme tout le monde, tu vois. Okay. Bon, là, je l'ai fait de façon très très simple, mais ouais. Et du coup, quand tu fais plus du commercial, en vrai, il n'y a pas cette pression-là. Et
Et justement, ils veulent des filles plutôt qui soient entre guillemets, en bonne santé, qui rayonnent et tout, tu vois. Donc, moi, ça m'a jamais... le mannequinat, ça a jamais, on va dire, précipité mon TCA et tout, parce que moi, les problèmes que j'ai avec mon corps, je les ai depuis toujours, et même sans le mannequinat, je sais que je les aurais. Okay. Tu vois. Ok. Donc... T'es entouré côté copain à la fac, est-ce que tu le verbalises avec des potes comment tu le présentes au quotidien, si tu dois le présenter, mais comment tu vis avec? Est-ce que ça t'accompagne dans tes relations sociales ou est-ce que tu le gardes dans ton appartement? Du coup, tu sais, en D1, quand j'ai coupé avec la fac, j'ai restreint mon cercle d'amis de la faculté et j'ai gardé, on va dire, 6, 7 très bons amis, tu vois, avec qui je les vois toutes les semaines. Là, on parle de tout, enfin, c'est même très bonnes amies et tout. Mais c'est tout. Et elles, bien sûr qu'on peut en parler et tout, mais après, les autres personnes de la fac, j'avoue que j'ai plus trop de contact avec elles et entre guillemets, j'en parle pas. Et après, grâce aussi au mannequinage, je me suis fait des très bonnes amies. Donc ça, c'est très cool aussi, point positif, tu vois. Et après, moi, j'ai mes amis en dehors de médecine et du mannequinat. Donc, je parle de ça ou j'en parle pas. Enfin, ça, en vrai, je trouve ça... comment dire? Ça influence pas mes relations sociales tant que ça, en fait. Okay. C'est juste un truc que j'ai en plus à côté de mes études et c'est tout, quoi. Ok. Bon, ok. Le HPI, il va te faire majorer le concours des EDN ou pas? Est-ce que en disant HPI, ça veut dire que tu vas être une bête de concours ou pas? Alors, je pense que ça renvoie un peu à la question de est-ce que c'est un avantage d'avoir un HPI quand tu es en médecine ou pas? Oui et non. Je dirais oui parce que c'est sûr que j'ai des facilités. Par exemple, tu vois, même en P1, ma P1, elle était très très chill, quoi. Je me souviens, je bossais de 9h à 18h tous les jours. Et voilà, quoi. Et j'ai fait un top 50, tu vois. Et donc... Tu vas en mettre certains en PLS. Ouais, mais non, mais j'ai cette facilité d'apprendre, mais tu vois... Donc, il y a ce point positif avec le HP où du coup, tu as des grosses facilités pour mémoriser et tout. Mais ça t'amène aussi plein de choses. Moi, ça m'amène énormément d'anxiété, énormément de stress par rapport au concours. Et en fait, ça, c'est du temps que je perds dans ma journée, dans mon quotidien, à stresser, à angoisser, à me prendre la tête. Et c'est une énergie folle que j'ai, en fait, qui, je pense, au final, est une perte de chance. Donc, en fait, je considère que j'ai pas forcément plus de chance que quelqu'un qui n'est pas HPI. Parce que oui, ok, j'ai peut-être un peu plus de facilité, mais vu que j'ai tout ce qui est genre problème de santé mentale, rigidité, anxiété, stress, angoisse de la performance, au final, les chances redeviennent équitables. Et en plus, vu que j'ai toutes mes activités en dehors de médecine, je peux pas passer ma vie à travailler, quoi. Okay. Pour moi, c'est juste impensable de travailler après le dîner, par exemple, tu vois. Je peux pas travailler le soir, c'est impensable. J'ai trop besoin de faire autre chose pour être bien et heureuse et épanouie dans ma tête. Que du coup, tu vois, pour moi, au vrai, honnêtement, ceux qui majorent les ECN, on va pas se mentir, pour moi, ouais, c'est des personnes qui ont, je pense, sûrement un HPI et qui, en plus, ont cette capacité de travail énorme et qui peuvent travailler jusqu'à 23h le soir. C'est eux, clairement. Parce que le HPI, oui, ça peut être un don, mais sans travail, même si tu es HPI en médecine, il faut travailler. Hein. Moi, je travaille quand même. Hein. Je travaille beaucoup quand même. Hein. C'est pas parce que je suis HPI que j'en fous pas une. Non. Mais du coup, ouais, vu que j'ai besoin quand même d'avoir d'autres activités, non, je ne majorerai pas les ECN. Mais tu vois, ça, c'est aussi... pas que c'est problématique, mais d'un côté, j'ai aussi cette angoisse de me dire... j'ai quand même aussi envie d'avoir un classement... moi, où je vais être fière, tu vois. Un peu la peur de l'échec. J'ai pas envie d'avoir un classement que je considère pas bien, parce que sinon, je vais me dire que je suis vraiment une grosse merde et que j'ai fait un classement de merde. Et... Donc, faut un peu j'apprenne à... en tout cas, il va falloir que j'apprenne à lâcher prise sur ouais. Sur parce ce que qu'en effet, on maîtrise pas tout dans un concours à 9000 personnes. Enfin, moi, je te souhaite le meilleur, c'est sûr, hein, mais c'est en effet un exercice de lâcher prise. Ouais, c'est sûr. Lâcher prise, et ce qui n'est pas ma spécialité. Ok, t'as affiné un petit peu tes volontés de spécialité ? En vrai, il y en a 3 que j'aime bien. J'aime beaucoup la dermato. Ok. Parce que justement, je sais pas, j'aime bien la dermato. Voilà.
J'allais me justifier pourquoi j'aime bien la dermato, mais je sais pas, j'aime bien la dermato. Je trouve ça cool. J'aime bien l'endocrino aussi. Et j'adore la psy. Voilà. Ok. Et franchement, la psy, j'adore. Endocrino, on connaît une de tes, ouais. CCA, on lui fait un coucou, elle se reconnaîtra. C'est ça, ouais. Ouais, non, l'endocrino, c'est trop bien. Et la psychiatrie? Et la psychiatrie, j'adore. J'adore. Et... Sans transfert, aucun? Bah forcément, enfin, sans peu. transfert, non. Je pense que forcément, si je suis attirée par sa spécialité, c'est parce que j'ai un vécu aussi en tant que patient. Mais après, ce que j'aime aussi avec un peu cette spécialité, c'est que je trouve que c'est un peu la plus littéraire en médecine, tu vois. Ouais, alors, vas-y, je veux pas te raconter. Non, mais je sais ce que tu vas me dire. Non, mais disons que je sais que l'internat de psychiatrie, il reste très médical et qu'on n'est pas trop formé à la psychothérapie. Quand on est interne de psychiatrie, on est vraiment plus formé. On garde quand même un raisonnement clinique médical et assez cartésien. Ouais, c'est vrai que le diagnostic en psychiatrie, c'est quand même quelque chose de très cartésien. Tu rentres dans une case, c'est oui, non, il a ça, il a tel symptôme sur tel temps, il en a 4 sur 5 ou 4 sur 6, c'est OK, 3 sur 5, c'est pas OK. Et parce que, oui, après, je pense qu'on est aussi obligé aussi un peu d'avoir des critères diagnostiques, sinon tout le monde aurait tout, tu vois. Je veux dire, c'est pas le romantisme incarné non plus. C'est pas le romantisme, non, c'est sûr. Mais après, on a cette possibilité, une fois qu'on est diplômé en tant que psychiatre, de vraiment se former en psychothérapie et après de faire de la vraie psychothérapie, tu vois. Et là, par contre, la psychothérapie, tu vois, moi, j'ai rencontré plein de psychiatres qui faisaient de la psychothérapie en libéral et qui, du coup, qui soignaient vraiment les patients par la parole, avec plein de choses, que ce soit, par exemple, même de l'art-thérapie, de la musicothérapie. Enfin, je trouve que c'est une spécialité où tu peux vachement, après, être plus dans la liberté. Il y a plein de possibilités, tu vois. Ok. Très bien. Et concernant la ville, est-ce que tu vas finir parisienne jusqu'au bout des ongles ou même au cours de l'internat, ou tu envisages peut-être je sais pas. Des périphes En vrai, le truc avec Paris, c'est qu'il y a tout. Paris, il y a la culture. Paris, il y a l'art, il y a les expos, il y a la gastronomie, il y a tout à Paris, tu vois. Et en tant que vraiment personne qui s'ennuie très vite, j'ai peur de m'ennuyer dans une autre ville, d'avoir fait le tour, tu vois. Alors qu'à Paris, tu vois, je suis toujours surstimulée et ça, j'adore. Enfin, j'ai ce besoin d'être toujours hyper stimulée, sinon je déprime, quoi. Donc, Les projets de mannequinat, ils sont strictement parisiens? Ouais, ils sont globalement parisiens, mais tu vois, le mannequinat, ça a une fin pour moi aussi, tu vois. Je sais qu'à partir du moment où je vais être interne, j'arrête, parce que j'aurai plus le temps. Ok. Et c'est OK. Parce que ça aura été une expérience dans ma vie, tu vois, qui m'aura apporté beaucoup de choses. C'est une forme de lâcher prise, ça. C'est OK. Ouais, non, mais c'est OK parce que je sais que de toute façon, tu vois, ça c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé, même parfois quand j'étais sur des shootings et tous les gens qui étaient là. Ah, mais t'es étudiante en médecine aussi? Je suis là en mode oui. Et ils m'ont dit, mais si jamais un jour, imagine ta carrière de mannequinat, elle perce et que tu dois choisir entre les deux, qu'est-ce que tu choisis et tout. Mais enfin, moi, la question ne se pose même pas. Je sais que je choisis la médecine, en fait, tu vois. Okay. Donc, la question se posait un petit peu là, de ce que tu nous as raconté. Tu avais l'air un peu quand même impacté par ce que tu as vu dès les premières années de médecine. Ouais, mais parce que pas prête au début. Parce que pas prête au début, et puis parce que j'ai vite compris qu'en médecine, il y avait des trucs que j'allais détester et d'autres que j'allais aimer. Et que, OK, il y a des trucs que j'allais pas du tout aimer. Et OK, je ferai pas ça, tu vois. Mais tu vois, j'ai quand même fait des stages où j'ai aimé et je me suis dit, OK, il y a quand même moyen qu'il y a des trucs qui me passent. Tu es en train de parler à un ambivalent qui aime tout. Moi, je trouve ça cool quand même d'arriver à dire ça c'est OK, ça je veux pas, ça oui, ça non. Mais ouais, mais je sais que ça m'a aussi vachement frustrée quand je suis arrivée en médecine parce qu'il y avait des co-externes qui étaient vraiment le profil, tu vois, un peu ces co-externes qui aiment toutes les spécialités. Ouais. Qui, dans chaque stage, sont là en mode « Waouh, c'est incroyable, waouh, c'est ouf ». Moi, je comprenais pas, j'étais là en mode « Mais moi, je déteste le stage, je déteste cette spécialité. » Je me levais le matin, je n'avais aucune envie de foutre un pied en gériatrie, en fait, tu vois. Non, mais c'est bien, parce qu'on en discute beaucoup aussi dans le podcast où tu as l'impression des fois d'être entouré de gens qui débordent de passion pour cette profession et qui peuvent parfois te donner un sentiment de putain, je suis pas à ma place. Exactement. Je n'ai pas autant la flamme que les autres. Mais c'est bien de tenir des propos comme ça, de montrer que il y a 1000 médecines différentes et 1000 spécialités différentes et que des trucs qui peuvent plaire et d'autres. Et c'est ça, tu vois, je pense, dans lequel j'ai mûri au sein de l'externat et même en parlant avec plein de médecins, il y a 10 000 spécialités.
Enfin, 10 000. Non, il y en a 44. Mais bon, tu vois, il y a 256 items. Non, il y en a combien je sais pas. J'avoue que... Je les avais tous listés, je sais plus combien. Ah ouais, non, je sais pas. J'avoue que... faudrait peut-être que je le fasse, mais... 44 spécialités? Ouais, je crois qu'il y en a 44, non? Ok, je sais plus. Je crois qu'il y en a 44. Bon, bref, il y en a beaucoup. Et même parmi ces spécialités, il y a 10 000 façons d'exercer. Et même, tu vois, je le dis, mais je sais même pas si je serai médecin toute ma vie. Mais juste, au moins, je termine mes études de médecine. Parce que voilà, j'aime aller au bout des choses. Et après, j'exerce la médecine. Et puis, si j'ai envie après d'exercer à mi-temps et à côté de faire autre chose, je sais pas moi, d'ouvrir une galerie d'art, de reprendre le piano, enfin, tu vois, parce que je pense que je serais très capable de faire ça, tu vois, je vais le faire en fait. Si j'ai. Puis, ouais. Le fait que la profession soit un peu rémunératrice peut faire du mi-temps, de conserver cette passion et d'en introduire une autre. Etc. Totalement. Et c'est pour ça que, voilà. Enfin, rémunératrice, à chaque fois on parle de ce terme, mais en tout cas, en médecine, tu peux faire les quotités horaires que tu veux, avec des rémunérations qui te permettent d'avoir une vie ok à côté, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que à chaque fois je dis non, mais je vais continuer médecine et oui, non, je vais arrêter le mannequinat et c'est pas grave. Enfin, tu sais, c'est pas grave, en mode, ça aurait été une expérience que j'ai eue dans ma vie. Et après, j'ai envie de te dire, ce sera quoi la prochaine, quoi. Je suis déjà en train de réfléchir à me dire qu'est-ce que je peux faire de fun pendant l'internat, tu vois. Et ça me fait peur, parce que j'ai l'impression que je vais pas pouvoir faire grand-chose. En termes de temps libre? Ouais. ça dépend de la spécialité, là aussi, c'était très important. C'est pour ça qu'il faut que je prenne une Pour spécialité. Connaître quelques internes de psychiatrie, c'est un internat qui respecte énormément le repos hebdomadaire de l'interne, le temps de travail de l'interne est très respecté. Et donc, je pense, l'une ou la spécialité où les internes peuvent nourrir d'autres passions à côté, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et moi, j'avais été en contact, du coup, en D1, quand j'étais au bout de ma vie, que je voulais arrêter médecine. J'avais pris contact avec une interne de psychiatrie pour qu'elle me parle un peu de l'aspect, pour voir un peu si... Parce que je me disais que même si la psy, j'aimais plus, en vrai... fallait que j'arrête médecine, quoi. Donc je me dis, dernière chance, je vais aller voir un peu. Je vais la contacter pour voir si la psy, ça a l'air bien, tu vois. Et elle m'a trop vendu du rêve. Enfin, c'était trop bien. Elle m'a dit, franchement, moi, j'étais comme toi aussi, j'aimais rien. Et la psy, c'est trop bien. Elle dit, franchement, tous les jours, je sors à 18h. Le lundi, mardi, je vais à mes cours de théâtre. Après, j'ai mon cours de violoncelle le vendredi. Enfin, tu vois, elle était vraiment... Oui, elle était psychiatre, mais elle avait sa vie en dehors. Et ouais. Non, ça, c'est le grand objectif, quand on devient interne, c'est de remettre le curseur là où on le veut. L'externat nous le place un peu par force dans un accès un peu imposé. Ouais. Mais après l'internat, les ailes se déploient un peu plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, ce dont j'ai un peu plus peur, tu vois, avec la psy, c'est bête ce que je vais dire, mais je pense que c'est un peu... c'est une spécialité qui reste encore mal vue, je trouve, par les confrères. Et ça m'énerve un peu, tu vois. Enfin, tu vois, genre même quand j'arrive en stage et qu'on me demande ce que je veux faire, même les chefs et tout, je dis que j'aime bien la dermato, j'aime bien l'endoc et que j'aime beaucoup la psychiatrie. On te dit de faire dermato. Ouais, bon, non, mais on me dit, psy. Enfin, tu vois, un peu en mode... genre, les psychiatres, c'est pas des vrais médecins. Est-ce que ça compte pour toi Ouais, enfin, ça compte. Cet œil externe? Ouais, en vrai, oui, c'est vrai que le jugement de l'autre, c'est quelque chose qui peut beaucoup m'atteindre. Et notamment, ouais. Mais j'essaie de travailler sur ça, tu vois, de me détacher du regard de l'autre. Et que c'est pas parce que, enfin, tu vois, il y a aussi un peu ce cliché de si il ou elle a pris psy, c'est parce qu'il était dans les derniers aux ECN, tu vois, alors que non, pas forcément. Pas forcément, non. Pas forcément, tu vois. Mais il y a un peu ces clichés-là qui m'énervent. Mais bon, ça, ils vont vite partir. De toute façon, je me dis au bout d'un moment, ce qui compte, c'est un peu être heureux plus tard. Donc, la vie des autres sur l'aspect que je choisis, la vie des autres sur comment j'organise ma vie, on s'en fout un peu. Ouais, mais à la fois, on sait que ça a son poids et son importance. Totalement. Donc, Mel, merci beaucoup. C'était incroyable. Quel petit message t'as à nous laisser pour un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin? Waouh. Je sais pas. Attends, je suis en train de réfléchir. Une petite conclusion de ces études, de cette première partie de ta vie déjà si riche. Ouais. T'as le temps, je ferai du montage si tu veux. 15 minutes plus tard. Alors, le petit mot. Non, moi, je dirais que faut pas oublier que médecine, c'est un métier. Et que c'est pas l'identité. C'est pas notre identité.
Et que c'est OK aussi de pas vouloir faire que ça. Parce que parfois, tu sais, ça peut être pas mal vu, mais... si t'es pas dans la passion intense et l'investissement à 100%, t'es mal vu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est OK. Moi, médecine sera mon métier. Et je sais que plus tard, je vais être chill. Si je suis médecin à mi-temps, ça me va très bien. Enfin, tu vois. Et que si on a besoin... si t'as besoin de développer autre chose à côté, bah fais-le, quoi. Fais-le. Franchement... sinon, voilà. Enfin, mon mot de la fin est trop nul. Non, il est très bien. Non. Faites finalement ce que les tripes vous disent de faire et ce que vous avez au fond de vous, il faut y aller et on balaye d'un revers de manche les candidatons. Les candidatons, les préjugés qui sont très 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 prédominants dans ces études-là, faut juste les balayer et se dire que ce qui compte en fait c'est son propre bonheur. Et si c'est pas ce qui vous rend heureux, bah ça sert à rien de le faire. Voilà. Moi, merci beaucoup. Merci. Merci on te souhaite le meilleur concernant surtout ta santé. Merci. Et puis le meilleur pour les études, pour le concours qui arrive. Une belle dernière année, à cravacher ou non. On va pas commencer à te mettre une pression, tu mets le rythme que tu veux. Voilà, la pression, je me la mets déjà toute seule. Ouais, je suppose. Donc tu mets le rythme que tu veux, la tranquillité d'esprit que tu veux. Et puis, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt tout le monde pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.